Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes pour le bulletin astronomique de la période du 10 au 18 juillet 2025, la troisième phase de la première lune des ténors hiver sud. Je suis Claire Henrion, chroniqueuse astronomie et astrologue, qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas. Donc merci à vous tous, je suis vraiment ravi. Chaque semaine, ce rendez-vous, c'est important pour moi de vous retrouver. Et merci beaucoup pour vos likes, vos commentaires et vos partages qui m'encouragent à continuer à faire cette chronique astronomique et astrologique dans la deuxième partie, chaque semaine avec vous pour voir où nous mettons les pieds sous le beau ciel de notre planète Terre. Donc c'est parti, cette semaine, que se passe-t-il de la pleine lune? La pleine lune le 10 juillet, le 10 juillet, oui. Pleine lune le 10 juillet à 22h36, la pleine lune du Cerf, jusqu'au dernier quartier le 18 juillet à 2h37. Donc je couvre 8 jours cette semaine. Vous voyez, la semaine prochaine, nous enregistrerons mercredi 16, puisque ce sera le vendredi 18, si je ne m'abuse. Donc, je reprends mes esprits, excusez-moi, je me suis égaré. Donc, la pleine lune, le 10 à 22h37 au dernier quartier, le 18 à 2h37. Nous allons donc faire un petit résumé d'abord de la période en suivant la fiche. Donc, je partage mon écran. Comme ça, on a une idée de ce qui se passe. Et ensuite, on va voir sur Stellarium tous les spectacles dont nous pourrons profiter au cours de la semaine et nous finirons par quelques images qui nous relateront un peu les événements de l'actualité astronautique et des découvertes. Alors voilà, donc cette semaine, jeudi 10 juillet, pleine lune à 22h36 dans le 19e degré du signe du Capricorne, la lune, soleil, cancer. Donc cette pleine lune qui se produit quand le soleil est en cancer, donc la lune en Capricorne, s'appelle la lune du cerf. Elle a plein d'autres noms aussi. Ça, c'est dans les cultures d'Amérique du Nord, d'Europe et traditionnellement d'Europe un peu anglo-saxonne et d'Amérique du Nord. Vous avez beaucoup et de d'autres noms pour cette pleine lune du cerf. Vous retrouverez ça dans l'article, dont le lien est en bas de la vidéo dans la description. Donc, avant cela, Vénus est conjointe à Saturne en héliocentrique. C'est dans le 27e degré du signe des Poissons. Et nous allons voir d'ailleurs, puisque nous sommes en héliocentrique en continu, Vénus entrée dans le signe du Bélier, donc héliocentrique du point de vue du Soleil, hein. Vénus entre dans le signe du Bélier samedi 12 à 13h26, et du coup, elle est conjointe à Neptune, qui en héliocentrique est dans le premier degré du signe du Bélier, samedi 12 à 18h05. Et puisque nous sommes en héliocentrique, eh ben on commence par là, hein, c'est le cœur de l'histoire. Après le reste, c'est que les apparences. En héliocentrique, Mercure est à l'aphélie, c'est-à-dire au plus loin du Soleil, lundi 14 à 14h31. Il est toujours à ce moment-là en héliocentrique, dans le 18e degré du Sagittaire, mais en géocentrique, c'est variable, et là, Mercure est dans le 16e degré du signe du Lion. On va voir, maintenant venons en géocentrique, que cette semaine, nous avons Saturne dont le mouvement va devenir rétrograde, et Uranus à la fin de la semaine, le 18, donc vendredi 18, également rétrograde. Alors, la Lune dans le ciel, après cette pleine Lune où la Lune se lève environ au coucher du Soleil, là cette fois-ci ce sera carrément 20 minutes après le coucher du Soleil, jeudi 10 au soir. Donc on a dit qu'elle était dans le 19e degré du signe du Capricorne. Donc un petit jour plus tard, vendredi 11 à 19h21, elle entre dans le signe du Verseau. Et puis elle remonte en déclinaison. On va constater que à la pleine lune, d'ailleurs, qu'elle culmine bien bas, pas tout à fait aussi bas que la pleine lune précédente, celle du mois de juin,
où là, elle a culminé au plus bas qu'elle pouvait culminer en 18,6 ans. Là, c'est à peine un peu plus haut cette fois-ci. Donc maintenant, elle remonte. Donc ça veut dire que cette semaine, on a une lune décroissante, puisqu'on passe, on va de la pleine lune au dernier quartier. Donc c'est après la pleine lune, la lune est décroissante, mais elle est montante. Faut pas confondre. Montante, ça c'est en déclinaison, c'est par rapport au plan équatorial. C'est comme le soleil entre le 0 degré Capricorne, c'est-à-dire le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le soleil est montant en déclinaison. Eh ben, il s'agit de la même chose pour la Lune. Ça se produit tous les mois pour la Lune. Samedi 12, donc, elle continue son petit chemin, son petit tour de terre qu'elle effectue en 27,5 jours environ. Et elle se retrouve alignée avec le Soleil tous les 29,5 jours environ pour d'une nouvelle lune à la suivante ou d'une pleine lune à la suivante. Parce qu'entre-temps, Terre et Lune ensemble, on fait du chemin autour du Soleil. Donc il faut 2 jours de plus pour que ça s'aligne. Mais la Lune fait un tour complet de la Terre par rapport aux étoiles en 27,5 jours en moyenne. Donc, et elle est conjointe à Pluton, samedi 12 à 0h42. Pluton qui est dans le 3e degré du signe du Verseau devant la constellation du Capricorne puisqu'elle est, voilà, elle vient d'entrer dans le signe du Verseau. Ensuite, on a parlé de l'héliocentrique. Samedi 12, événement qui se produit qu'une fois tous les 84 ans, Uranus est conjointe aux Pléiades, parce que Uranus fait un tour aux 84 ans. Donc, elle vient d'entrer dans le signe des Gémeaux, et comme tout astre qui rentre dans le plan, dans le signe des Gémeaux, qui se trouve dans le plan de l'écliptique ou pas trop loin, eh bien, il est conjoint aux Pléiades, puisque les Pléiades marquent de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 1er degré du signe des Gémeaux. Donc, c'était Vénus qui était conjointe aux Pléiades la semaine dernière, et maintenant, c'est Uranus qui vient d'entrer dans le signe des Gémeaux. C'était la semaine dernière, c'était précisément Uranus, signe Gémeaux, lundi 7, Uranus est entré dans le signe des Gémeaux. Donc c'était hier, au jour où j'enregistre cette vidéo. Alors, je vous ai dit ensuite que Saturne allait entamer sa rétrogradation. Donc c'est dimanche 13 à 6h07 que dans le plan écliptique, son mouvement est stationnaire et devient rétrograde. Donc le mouvement de Saturne va être rétrograde jusqu'au 28 novembre. Elle reviendra jusqu'au 26e degré du signe des Poissons. Actuellement, elle est au 2e degré du signe du Bélier et elle est devant la constellation des Poissons, tout près de Neptune. Nous allons voir. Ah, il s'en passe. Dimanche 13, également, Vénus est conjointe à l'étoile Aldébaran, donc alpha du Taureau, ce qui peut se remarquer au petit matin de chaque jour, Aldébaran, qui marque de nos jours en raison de la précession des équinoxes. Ben voilà une belle erreur. Le 11e degré du signe des Gémeaux. Et oui, là, j'ai oublié de noter quelque chose. Je vais corriger. Lundi 14, pourtant j'ai relu, mais je ne l'ai pas remarqué. Lundi 14, à 1h44, la Lune entre dans le signe des Poissons. Alors on a dit Mercure à la Félie. Mardi 15, à 12h41, la Lune passe à son nœud ascendant, donc elle monte en latitude également. Et elle passe donc en latitude écliptique nord. Elle est alors dans le 20e degré du signe des Poissons, devant la constellation du Verseau. Et mercredi 16 à 3h30, elle passe en déclinaison nord, puisque les deux événements sont encore relativement corrélés, mais s'écartent désormais de plus en plus quand même. S'ils étaient fortement corrélés fin janvier, c'est pour ça qu'on a eu la plus haute pleine lune en janvier de 18,6 ans et qu'on a eu la plus basse pleine lune en juin de 18,6 ans. Ensuite, elle entre dans le signe du Bélier, mercredi 16 à 6h32. Elle est conjointe à Saturne, qui est au 2e degré du signe du Bélier. Elle est donc au nord de Saturne, la planète est en dessous, donc ça c'est observable dans le ciel du matin, mercredi 16. Et elle est conjointe à Neptune, qui est tout juste à côté de Saturne, qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qu'on peut commencer à observer au télescope. On va voir ça avec Stellarium. Jeudi 17, l'Uranus atteint sa latitude maximale. Alors c'est vraiment un micro-chouïa homéopathique, puisque globalement, Uranus remonte en latitude
que là, elle atteint un maximum et qu'elle va redescendre de 5 secondes seulement, jusqu'au 30 septembre. Ensuite, elle remonte lentement, mais sûrement. Elle se trouvera dans le plan écliptique en 2028, si je ne m'abuse. Et nous arrivons au dernier quartier, vendredi 18 juillet à 2h37. Donc la Lune est alors dans le 26e degré du signe du Bélier, le Soleil toujours celui du Cancer. Nous voyons qu'il entrera bientôt dans celui du Lion la semaine prochaine, le 22 juillet. La Lune, donc pour le dernier quartier, devant la constellation des Poissons et le Soleil, celle... non, là j'ai encore un truc faux. Ah bah décidément. Bah non, la Lune, constellation des Poissons, et le Soleil, celle des Gémeaux, si là j'ai tout juste. Vendredi 18 à 6h42, donc après le dernier quartier, Mercure entame sa rétrogradation également, qui va durer 3 semaines. Les rétrogradations de Mercure, c'est 3 semaines environ. Donc jusqu'au 11 août, elle reviendra jusqu'au 5e degré du signe du Lion. Elle reste dans le signe du Lion, puisque là, elle est au 16e, et devant la constellation du Cancer durant cette rétrogradation. Et à 9h58, le jour du dernier quartier, la Lune entre dans le signe du Taureau. Alors, nos journées commencent à diminuer quelque peu, et mais pas beaucoup, hein. On est encore dans des jours très longs et un crépuscule très tardif, puisque c'est pratiquement à minuit encore qui fait nuit noire. Bon, ça commence à diminuer sur le soir également, parce que ça diminue sur le matin depuis fin juin. Sur le soir, ça va juste commencer à être légèrement sensible, la diminution du jour. Les planètes. Alors les planètes, bah, le soir, on n'a plus que Mars. On a eu Mercure, là, depuis le 10 juin, on pouvait voir Mercure dans le ciel du soir. Là, c'est fini. Mercure se rapproche du Soleil et sera en conjonction supérieure, inférieure, le 31 juillet. Je peux vérifier si j'ai toujours un doute. 31 juillet, supérieur ou inférieur. Et donc, c'est inférieur, donc nouvelle Mercure, le 31 juillet, c'est bien cela. Donc, on n'a plus que Mars dans le ciel du soir, mais après, au cours de la nuit, de plus en plus tôt, se lèvent Saturne et Neptune, 5 minutes avant, aux alentours de 0h30, donc pour ma localisation, qui se trouve sur le méridien de Paris à 44,30 nord à peu près de latitude. Puis, aux alentours de 3h30, eh ben, apparaît Vénus, la très brillante Vénus, le troisième astre par ordre de brillance après le Soleil et la Lune, celle qui tient sur le podium la médaille de bronze. Et Vénus qui se trouve devant les Hyades, donc la corne du taureau, et les Pléiades du 8 au 14 juillet. Et puis Uranus, ben, qu'on peut commencer à chercher hein, aussi en fin de nuit avec un instrument. Enfin, il fait le crépuscule. L'aube commence à, à 4 heures du matin à peu près. Hein, donc le ciel s'éclaircit à partir de 4 heures, le temps qu'Uranus se lève suffisamment. 4 heures moins le quart, vous pouvez chercher un petit peu à voir Uranus si vous voulez. Et puis Jupiter, bah, qui va devenir visible aussi en fin de semaine, maintenant qu'elle a passé sa conjonction au Soleil, fin juin, et donc elle va réapparaître et dans le ciel du matin, de plus en plus tôt chaque jour, à partir de la semaine prochaine, on ne pourra plus la manquer. Et puis alors ça commence la période des étoiles filantes, le ciel se peuple d'étoiles filantes en cette mi-juillet. Donc nous avons d'abord le maximum des Pégasides de juillet, donc le 10 juillet. Et puis apparaissent les alphas capricornines, 3 juillet, 15 août. Les deltas aquarides sud, 11 juillet, 23 août. Les Pisces austrinides, 14 juillet, 10 août. Et les fameuses Perséides du 16 juillet au 24 août, qui ont leur maximum le 12 août. Donc la période commence à être fort propice aux étoiles filantes. Et que se passe-t-il d'autre? Eh bien, les nuages noctiluques, là, qui sont ces nuages qui se trouvent très dans la stratosphère, donc très élevés. Et la stratosphère, vous allez le voir si j'ai le temps de vous montrer les images, n'est que la deuxième couche de l'atmosphère terrestre sur les quatre.
Il y a Saturne, ah oui, on est dans une période où l'on peut observer des phénomènes mutuels des satellites de Saturne, et le 10 juillet, il y en a deux qui se produisent. Bon, ça demande un bon équipement pour observer ce genre de phénomène. L'étoile Pollux qui se trouve dans le champ du coronagraphe Lascaux C3 du 11 au 21 juillet, et la 2300e rotation synodique du Soleil qui commence le 16 juillet à 19 heures. Alors nous allons sur Stellarium. Et on va chercher, enfin, on va rien chercher, on va observer, contempler le coucher du soleil le 10 juillet au soir. Donc là, vous voyez, il est sur mon image, il est 21h07, le soleil se couche dans une demi-heure, hein. Donc c'est parce que j'ai pris un horizon avec un petit peu de paysage et de relief, donc je vais passer en horizon océan. Comme ça, on aura tout l'horizon océan. Et là, on voit qu'il a encore un petit peu de chemin à faire avant de se coucher. C'est donc le soir de la pleine lune. Et on a le temps pour voir se lever la lune. Voilà, il va se coucher à l'ouest-nord-ouest, hein, de plus en plus près de l'ouest chaque jour, n'est-ce pas? Il se couchera à l'ouest le jour de l'équinoxe d'automne. Et voilà, 21h37, ça y est, il est couché. Donc on va se tourner de l'autre côté. D'abord, le 10 au soir, on va chercher à voir la lune se lever. Mais elle n'est pas encore levée. On va attendre un petit peu. Alors, la voilà, elle est très au sud-est, puis le soleil est très au nord-est encore. Elle est devant la constellation du Sagittaire, et donc elle est pleine. Elle est pleine puisque la pleine lune, c'est à 22h36, donc on est pratiquement à l'heure de sa plénitude. Donc toute ronde, le soleil l'éclaire de face, donc il n'y a pas d'ombre. On va passer de l'observation du lever de soleil, dans ce sens, à l'observation du coucher du soleil à partir de là, voilà, et dans ce sens aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, je trace l'écliptique, on voit qu'elle est basse en latitude, hein, et donc c'est pour ça qu'elle se lève si tard, par rapport après le coucher du soleil. Donc on va la suivre au cours de la nuit. Bon, une heure plus tard, je reviendrai. On va d'abord aller voir au début de la nuit ce qu'on a de l'autre côté. De l'autre côté du ciel, seule planète qui reste à observer. Vous voyez, faut se dépêcher maintenant en début de nuit. 0h03, Mars va se coucher. Donc en début de nuit, vers 23 heures, vous pouvez voir Mars sous le Lion. Tout le monde va se coucher. Ici Régulus, ici Mars. J'ai une belle photo de la conjonction Mars-Régulus qui s'est produite le 21 juin ou 22 juin à vous montrer. Donc, je l'ai dans mon petit fichier d'images. Je vais peut-être sortir les images. J'aurais pu faire ça plus tôt. Et donc, c'est là. Et je vais vous la montrer tout de suite, après tout. On reviendra sur les autres. Après. Ah ben non, c'est pas ça. Et c'est pas ça. Ah ben, je la trouve pas. C'est pas de chance. Sacre bleu. Je comprends pourquoi. Alors, je vais la trouver à la fin de la série. Là, voilà. Mars et Régulus, photographiés depuis la République dominicaine, donc 21, c'était le 21 ou le 22 juin. Voilà, et considérez maintenant, vous voyez Mars par rapport à Régulus, et maintenant Mars, Régulus est là, Mars a fait du chemin, n'est-ce pas? Et chaque jour, Mars fait un peu de chemin sous le ventre du lion, mais va se faire gagner quand même. Et à la fin juillet, plus de Mars dans le ciel. Donc voilà, c'était un petit tour sur Mars qu'on peut encore observer en début de nuit, mais de plus en plus brièvement. Et je reviens sur la Lune pour suivre cette pleine Lune au cours de la nuit.
du 10 au 11 juillet. Donc là, il est 23 heures, il est minuit, enfin 0 heure, il est 1 heure du matin et elle culmine donc vers 2 heures du matin. Vous voyez, pas bien haut du tout encore, même si c'est un tout petit peu plus haut que la dernière fois. Et elle va être conjointe à Pluton le lendemain. Pluton qui se trouve devant le Capricorne. Voilà, donc le lendemain, la Lune qui se lèvera un peu plus tard sera conjointe à Pluton. Mais je reviens sur la Lune. D'abord au cours de la nuit de la pleine Lune. Et je reviendrai sur les jours suivants ensuite. Alors, 3 heures, 4 heures, 5 heures, ben voilà, va se coucher à peine 5 minutes après le coucher du soleil. Donc, cette pleine lune est brève, la voilà sur son couchant, donc, passe brièvement dans le ciel. Donc, on va aller jusqu'au lendemain. Voilà, on va la laisser passer sous l'horizon. Le lendemain, ben, elle va se lever plus tard, 22h33 déjà. Et donc, c'est là qu'elle est conjointe à Pluton. Alors, c'est là que ça mérite que je cherche Pluton. Voilà. Comme ça, vous voyez la Lune, vous dites, tiens, Pluton est à côté. Évidemment, vous ne risquez pas de voir la planète naine de magnitude 15, même avec avec un instrument. Et bien entendu, il y a la Lune en plus à côté. Donc, le lendemain, on va suivre le lever de la Lune de plus en plus tardif, n'est-ce pas, chaque nuit, en première moitié de nuit. Donc le lendemain, elle se lève à 23h46, mais non, à 23h25, hein. C'est parce que Stellarium a vite fait de me manger un jour quand je veux faire un pas de un jour et me fait un pas de 2 jours. Le 14, elle est devant la constellation du Verseau. Le 15, elle se lève le 16, la nuit du 15 au 16. Ah non, elle se lève bien le 15 à 23h46, donc il faut passer au 16. Ça, c'est le 16, elle se lève donc le 15, la nuit du 15 au 16, elle se lève à 23h46. La nuit suivante, la nuit du 15 au 6, 0h05, elle est conjointe à Saturne. Donc c'est le 16, conjointe à Saturne, le 16, vous voyez, à l'heure levée. Bon, là, c'est 4 heures du mat, pratiquement. À l'heure levée, non, c'est 1 heure. Oh, ben décidément, je vois mal sur mon écran. À l'heure levée, elles sont conjointes. La Lune est au-dessus de Saturne, une lune gibbeuse décroissante. Donc on voit là où le Soleil se couche sur la Lune, sur le terminateur. Chaque jour, il y en a un petit peu moins et on voit les ombres du Soleil couchant. Salut Christophe! Ah ben voilà, je suis en train de présenter la nuit, quoi. Comment vas-tu? Les nuits de cette Ça va, semaine? je suis un peu épuisé. Ça Ah, va. ça brasse en ce moment. Bon, bah là, on est en train de visiter le ciel de la semaine, donc je suis au 16 juillet, la nuit du 15 au 16 juillet. La Lune est conjointe à Saturne, voilà, à 1 heure du matin. Les deux se lèvent. Je remets. Et donc à côté de Saturne, il y a Neptune. Je cherche Neptune, tout juste à côté, vous voyez. Donc elle est quasiment simultanément conjointe à Saturne et à Neptune le 16, le 16 juillet. Voilà. Je montre l'écliptique pour qu'on se repère. La nuit du 16 au 17, elle est là, la Lune. Alors je me centre sur la Lune, devant la constellation des Poissons. Elle se lève là à 0h24. La nuit du 17 au 18, elle se lève à 0h45. Et la nuit du 18 au 19, il faut prendre un peu plus tard, elle se lève. Oh là là, c'est allé trop vite, on est le 20 là. La nuit du 17 au 18, elle se lève à 0h45 et la nuit du 18 au 19, mais bon, c'est déjà loin puisque le dernier quartier a lieu dans la nuit du 17 au 18 à 2h37, voyez, donc demi-lune, le 18 au matin, une lune qui là se lève donc au milieu de la nuit, un petit peu avant quand même. Elle a monté hein, en latitude et en déclinaison puisqu'elle est maintenant en latitude nord et en déclinaison nord, donc
Elle prend de l'ampleur dans le ciel et elle se lève donc au milieu de la nuit, culmine au petit matin et se couche aux alentours de midi quand elle arrive à son dernier quartier. Voilà, donc vous la voyez ensuite dans le ciel du matin éventuellement. C'est qu'elle est donc décroissante. Quand vous voyez la lune dans le ciel du matin, c'est qu'elle est décroissante. Si vous la voyez dans le ciel du soir, c'est qu'elle est croissante. Alors voilà pour la lune et les planètes. Alors ben maintenant qu'on a vu Mars en tout début de nuit, on va s'intéresser aux planètes qui apparaissent au cours de la nuit. Donc Saturne, donc c'est maintenant le 18, hein, nous sommes sur le 18. Saturne qui se lève aux alentours de 0h30 et donc Neptune à ses côtés qui se lève aux alentours de 5 minutes plus tôt. Hein, dans la semaine, elle gagne une demi-heure. Elle se lève une demi-heure plus tôt d'une semaine à l'autre. Leur écart angulaire minimal a été atteint hier, au jour où nous enregistrons, là, le 6 ou le 7 juillet. Et donc, c'est presque une conjonction, mais pas tout à fait. Saturne n'a pas dépassé Neptune, elle est encore derrière. Et l'écart va se recreuser donc à partir du 13, puisque le mouvement de Saturne devient également rétrograde. Neptune l'est depuis le 4 juillet, Saturne c'est à partir du 13, donc cette semaine. Alors, un petit peu plus tard dans la nuit, apparaît Vénus. Il faut attendre voilà, un peu plus est-nord-est, n'est-ce pas? Ah non, c'est pas ça que je veux. Vénus, qui est devant la constellation du Taureau. Alors, je vous montre un peu. Si on est à l'est, voilà, le 18 au matin, on a Saturne qui est pratiquement au sud-est, hein, déjà. Saturne et Neptune, mais Saturne, on la voit. Et puis, en train de s'élever à l'est-nord-est, on a donc Vénus à côté d'Aldébaran du Taureau. Donc, Vénus est conjointe à Aldébaran. On l'a dit, je viens de le dire, c'est Vénus conjointe Aldébaran le 13. Donc, le 13, on peut revenir. On voit comme ça, on voit comme Vénus avance vite. Non, le 13, Vénus est conjointe à l'étoile Aldébaran du Taureau. Et de jour en jour, eh ben, elle s'écarte d'Aldébaran. Et nous arrivons au 18, donc il est 4 heures du matin. Tout près, nous avons Uranus, et bien sûr invisible à l'œil nu, mais conjointe aux Pléiades. Donc très joli tableau, hein. Vous pouvez chercher Uranus aux jumelles, voilà, vers 4 heures du matin, juste en dessous des Pléiades, parce que je trace l'écliptique, vous voyez, donc elles sont, voilà, Uranus aligné avec les Pléiades. Le jour précis, c'est le 12. Le 12, Uranus avec les Pléiades. Et le 13, Vénus avec Aldébaran. Je reviens donc sur le jour du 12. Non, on peut bien voir Uranus aligné avec les Pléiades, qui avance beaucoup moins vite, bien sûr, que Vénus. Et voilà pour le ciel, enfin des planètes. Donc je vous ai pas beaucoup parlé des constellations, là, à part celles devant lesquelles se trouvent les planètes. Donc on a vu le Lion le soir avec Mars sur le couchant. Et au petit matin, au levant, nous avons donc le Taureau avec le cocher, l'étoile Capella qui remonte avec la constellation de Persée. Au nord, c'est la Grande Ourse qui est au ras de l'horizon, qui entame son vol plané au-dessus de l'horizon pour la latitude 45 nord. Je trace. Ça, on voit le sommet du ciel ici. Excusez-moi. Voilà. Tout en haut du ciel. Alors, en fin de nuit, on va revenir au milieu de la nuit. En fin de nuit, c'est le signe d'Éneb, du signe qui est tout en haut du ciel. En milieu de nuit, nous avons l'étoile d'Éneb, hein, qui passe aussi quasiment haut.
zénith le 12. Donc, on a le signe au zénith hein, cette semaine, si on se couche en milieu de nuit. Ah là, non, c'est à 3 heures, c'est pour ça. C'est 2 heures, voilà. Un peu plus tard dans la saison que Deneb va passer au méridien, au zénith à la minuit. Là, en ce moment, on a Vega très très haut. En fait, Vega d'un côté, Deneb du signe de l'autre, de part et d'autre, donc du zénith. Et cette étoile, Phawaris, de, qui est delta du signe, qui se trouve pratiquement au zénith. Voilà. Si vous êtes autour de la latitude 45 nord, si vous êtes à 49 nord, les étoiles du nord sont encore plus hautes. Donc elles ont basculé de l'autre côté. Voilà pour le nord, en milieu de nuit. Donc on a vu la fin de la nuit. Au sud, en milieu de nuit, enfin, d'abord à l'ouest, descend le Bouvier, hein. Le Bouvier, la couronne boréale Hercule, et culmine au sud, donc le Sagittaire qui vient de passer, l'Aigle, avec Altaïr de l'Aigle, donc qui va passer au méridien à la minuit, le 18, vous voyez, chaque jour. Les étoiles gagnent 4 minutes sur la veille. Donc, la nuit du 17 au 18, Altaïr de l'Aigle, non, c'est pas, Altaïr de l'Aigle passe au méridien à la minuit. Pour la latitude 45 nord, elle culmine à 54 degrés de hauteur. Donc, 2 heures du matin, le 17, apparaît donc le poisson austral avec l'étoile Faux-Maillot au sud-est. À l'est s'élève Pégase et les poissons qui sont discrets, donc le bélier, ça on l'a vu un peu plus tard avec Vénus, donc qui apparaît vers 4 heures du matin, voilà, devant la constellation du Taureau. Voilà pour ce petit tour du ciel. Je vous invite maintenant à partager mes quelques images que j'ai pas que j'avais pas toutes numérotées. En fait, j'ai été interrompu dans ma préparation, après j'ai oublié. Eh bien, c'est pas grave, on va faire ça comme ça vient. Donc ça, je vous avais montré donc Mars et Régulus le 22 juin. Là, c'est Mercure devant l'amas de la Crèche. Donc le soir également, bah, c'est tout récent, hein, c'était la semaine dernière, précisément. Donc Beehive, ça veut dire la ruche en anglais, et c'est la crèche, donc évidemment, c'est là, on ne le voit pas très très bien, et là, Mercure. Donc il s'en passe, hein, les planètes rendent visite aux étoiles et aux amas d'étoiles les plus brillants en ce moment, hein, Mercure avec la crèche, Vénus puis Uranus avec les Pléiades, puis Vénus avec Aldébaran. On a beaucoup de rencontres notables de ce genre. Ah, ça c'est un objet extrasolaire qui a été détecté et on a bon conclu que c'était une comète hyperbolique. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Bon, ça c'est la fiche. À l'atmosphère terrestre, les 4 couches de l'atmosphère terrestre, il est bon de le rappeler parce que souvent il y en a qui, quand ils parlent, ça y est, c'est la stratosphère, ça veut, non. Car les 4 couches à l'atmosphère terrestre, la troposphère jusqu'à 10 000 mètres, où se produisent les orages, la stratosphère, où peuvent se produire des jets bleus comme ça, blue jet, et ensuite la mésosphère et la thermosphère, où se produisent aussi des phénomènes électromagnétiques temporaires, éphémères, qu'on appelle TLE, et qui sont qu'on appelle des sprites ou des farfadets en français, ou des elfes, voilà. Alors c'est parce qu'il y a justement un astronaute de l'ISS, voilà, qui a photographié un farfadet ou sprite depuis l'ISS. Donc ça se passe très très haut dans l'atmosphère, entre la mésosphère et la thermosphère, et c'est des phénomènes électromagnétiques puissants et éphémères. Alors, je reviens sur les deux que j'ai pas montrés. Le Soleil, maintenant, une petite protubérance solaire magnifiquement photographiée par Silvietto, un astrophotographe solaire très euh, très précis, il fait une magnifique photo et très assidu, voilà. Et une autre, un trou coronal, voilà,
un champ, ah oui, ligne de champ et ligne de champ coronal extrême, de champ magnétique, donc solaire, très très puissante. Donc ça c'est vu. Et la petite nébuleuse à émission de la Trompe qui se trouve dans la constellation de Céphée. Admirez la qualité de cette image. C'est la trombe d'éléphant, une nébuleuse en émission dans la constellation de Céphée. Donc tout ça, c'est bien sûr dans notre galaxie. Ah ben, je vous remets un petit site d'atterrissage d'Apollo 15 près des monts Hadley. Voilà, le photographe a pointé le site d'atterrissage d'Apollo 15. Ça, c'est les monts Hadley, voilà. Parce que la photo est très nette, elle nous montre un coin de la Lune sur lequel bah, le Soleil va se coucher cette semaine d'ailleurs. Et ça, c'est une autre photo de la Lune, de l'occultation de l'étoile Pi du Scorpion, donc la nuit dernière en Amérique, en Arizona. Et nous, il faisait déjà un peu jour chez nous. Donc la Lune va occulter cette étoile qui est Pi du Scorpion. C'est juste avant l'occultation. Donc la Lune cette semaine, le coucher de soleil sur la Lune, vous pouvez observer la nuit du le 12 en fin de nuit. À 4 heures, c'est un peu tard dans la nuit, mais c'est bizarre. Bon, en fin de nuit, le soleil se couche sur la Lune, sur le cratère Endymion. C'est le moment de le repérer. Puis aussi sur la mer des Crises. Donc c'est le 12 juillet. Donc c'est 2 jours après la pleine Lune. Voilà à peu près commencer la ligne du coucher du soleil. 2 jours après la pleine Lune, le soleil se couche sur la mer des Crises et met en valeur, bien sûr, les formations terminateurs, puisqu'on a les ombres. Et donc, ça met en valeur ici le cratère Endymion. Ben voilà, j'en dis pas mieux, j'arrête ce partage. Merci Christophe d'avoir suivi ce bulletin astronomique, de m'avoir rejoint. Merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera mercredi, puisque la période suivante sera du 18 au 24 juillet, je crois, et ou au 25 juillet, la période du 18 au 25 juillet, pour la quatrième et dernière phase de cette première lunaison d'été. En attendant, je vous souhaite une belle pleine lune, hein. Profitez, il n'y a rien de mieux pour se recaler en ces temps troublés que d'observer le ciel et les phénomènes naturels, et une chose aussi simple que le coucher du soleil et le lever de la lune. Donc cette semaine, tous les soirs, de plus en plus tard, on peut assister au lever de la lune. Donc profitez-en et admirez aussi. Donc cherchez encore Mars le soir et puis Vénus le matin et des Saturnes dès le milieu de la nuit. Je vous souhaite bonnes observations, bonne contemplation. Merci à toi Christophe et à la semaine prochaine si vous le voulez bien. Au revoir.